Bonsoir. Bienvenue à cette huitième conférence marquant les 10 ans de TAD. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Katia Papi, qui est maître de conférence et qui a coordonné récemment un ouvrage qui est paru cette année, en fait, sur les différentes modalités du tutorat de pair en contexte universitaire. Alors, le tutorat de pair, c'est une modalité qui est très intéressante, mais qui pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il faut l'organiser? Est-ce qu'il faut, au contraire, le laisser émerger spontanément? Il est intéressant à plus d'un titre, et notamment du point de vue financier, puisque on sait que un des freins au développement du tutorat à distance, c'est justement le modèle économique de cette activité qui fait que plus il y a d'apprenants, plus il y a besoin de tuteurs et plus ça coûte de l'argent. Or, le tutorat de pair, par définition, il est soit entièrement gratuit, soit on peut dédommager les personnes, souvent à travers l'obtention de crédits, par exemple, dans des dispositifs universitaires. Alors, durant cette conférence, vous allez pouvoir interagir avec nous, les co-animateurs, et avec Katia Papi, la conférencière, à travers le chat que vous avez en bas à gauche, et aussi sur Twitter à travers le hashtag TAD10. La dernière partie de cette rencontre sera consacrée justement à vos questions et à vos commentaires. Je tiens aussi à remercier dès maintenant la société Classilio qui nous met gracieusement à disposition l'outil de classe virtuelle que nous allons utiliser pour cette conférence. Eh bien, je vous souhaite tous une très bonne conférence et je donne la parole à Katia. Simplement une chose, Katia, je t'établis en tant qu'animateur et qu'animatrice même principale afin que tu puisses naviguer dans les différents écrans de ton diaporama. C'est à toi. Merci Jacques, merci de m'avoir invité à participer à ce lot de conférences pour les 10 ans de TAD. Je me suis déjà bien régalée avec celles qui sont passées, j'espère que celle d'aujourd'hui vous intéressera également. Donc on va parler du tutorat de pair en effet, puisque depuis une quinzaine d'années, on voit que diverses pratiques d'accompagnement sont à la mode et se présentent sous différents modes et dans des contextes variés. Maëla Paul distingue, elle, différents types d'activités qui relèvent des pratiques d'accompagnement. Alors, on a notamment les pratiques de médiation qui peuvent être de médiation sociale lorsqu'il s'agit de régler des litiges, de résoudre des problèmes, des différends, ou de médiation éducative lorsqu'il s'agit plutôt d'humaniser l'éducation, de pratiques de remédiation, etc. On a des pratiques également de type mentorat avec l'orientation de projet, l'actualisation de soi, la guidance, des pratiques également dans la même lignée de parrainage, d'insertion, conformité, donc d'adaptation, de soutien. On aurait pu mettre également le compagnonnage, des pratiques de coaching visant l'efficacité, la réussite personnelle, la performance qui sont très à la mode actuellement. Également de counseling pour l'orientation, la guidance, le développement des adaptations et de tutorat qui peuvent être très variés et en entreprise viser la production, la conformité, l'insertion, mais également la formation. En fait, ces différentes relations d'aide ont de longue date pénétré le milieu de l'éducation et de l'enseignement primaire d'autrefois à la formation ouverte et à distance aujourd'hui. L'idée même de tutorat recouvre des conceptions assez contrastées qui prennent vie dans des formes différenciées en principe et adaptées aux dispositifs et situations, comme on le voit avec la richesse de la littérature dans ce domaine et également avec la richesse des interventions au programme des 10 ans de TAD. Donc, parmi ces formes, celle du tutorat de pair ou tutorat par les pairs n'est pas forcément la forme la plus connue, notamment des spécialistes de la formation à distance.
Et donc c'est pourquoi, comme l'a rappelé Jacques, j'ai eu récemment le plaisir de coordonner un ouvrage sur le tutorat de pair en l'orientant plus spécifiquement sur l'enseignement supérieur, dans la mesure où il y avait déjà des travaux francophones bien connus, notamment d'Alain Baudry sur le tutorat de pair dans l'enseignement primaire, mais beaucoup moins en termes d'enseignement supérieur. Et donc dans le cadre de cet ouvrage, on mêle aussi bien les dispositifs en présence qu'à distance. Euh, donc, euh, donc voilà un petit peu, et c'est sur cet ouvrage que s'appuie cette intervention, donc, puisque je vous propose donc à l'occasion de cette conférence de revenir sur les origines de cette pratique, sur la diversité de ses mises en œuvre et des questionnements qu'elle soulève, et de voir un petit peu ça donc avec les trois points ici annoncés. Alors, de l'expert aux camarades, eh bien, le tutorat de pair semble relativement récent. On sait effectivement que le terme de tutorat existe depuis le XIIIe siècle, mais les formes qu'il prenait alors relevaient soit du soutien scolaire apporté par le maître de façon individualisée, soit d'un cours collectif assuré par un élève pour faire face à la pénurie d'instituteurs. Donc, dans le cas de l'assistance individualisée de l'enseignant envers l'élève, aussi bien que dans celui du système monitoral où l'élève enseigne à ses pairs ce qu'il a appris, la relation tutorale se présente comme celle d'expert à élève. Avec les travaux de Vygotsky puis de Brunner se développe l'idée d'interaction de tutelle. Donc là, on vise à favoriser l'assistance des sujets les moins expérimentés par ceux qui sont plus expérimentés et qui sont souvent aussi plus âgés. Et outre l'idée ainsi d'aide, l'idée d'aide qui va être procurée donc à des sujets en ayant besoin, on apparaît également celle selon laquelle les sujets plus expérimentés sont considérés en fait comme susceptibles de s'enrichir à la mise en œuvre de telles pratiques. C'est ainsi que s'effectue progressivement le passage de l'enseignement mutuel à l'apprentissage mutuel. Et c'est à partir des années 1960 aux États-Unis et en Angleterre, aux États-Unis et en Angleterre principalement, et depuis plutôt les années 80 en France, qu'en parallèle au tutorat exercé donc par un professionnel, est mis en œuvre du tutorat de pair qui peut être défini donc comme une situation pédagogique d'accompagnement individualisé au sein de laquelle chacun apprend, notamment sur la base d'un mécanisme d'identification alors qu'aucun des acteurs n'est a priori un professionnel de l'enseignement. Donc le principal atout de cette formule de tutorat de pair est la proximité entre les pairs. Alors cette idée de proximité, elle est désignée en général par le terme de congruence cognitive. Donc autrement dit, relativement aux enseignants-tuteurs, il s'agit de penser que les pairs tuteurs ont un langage qui va être plus proche de celui des tutorés, ainsi qu'une plus grande sensibilité aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Alors ça, j'avais pu l'expérimenter moi-même puisque j'ai souvent fait du tutorat. Et il est vrai qu'ayant eu déjà l'habitude bien souvent d'aider mes camarades dans la même classe, quand après j'étais prise pour tutorer ceux qui étaient à un niveau en dessous, je revoyais surgir les mêmes difficultés, les mêmes petits soucis. Et donc très très vite, je comprenais comment les aider. J'avais déjà eu des systèmes me permettant d'adapter euh, mes réponses ou mes façons de démontrer les choses aux besoins qui se faisaient, qui ressortaient. Donc voilà, cependant, cette congruence cognitive peut advenir, mais évidemment, elle n'est pas forcément suffisante. Il est généralement remarqué que les tuteurs doivent maîtriser le contenu à enseigner. On comprend bien qu'ils vont avoir du mal à aider leurs camarades si eux-mêmes ne maîtrisent pas pleinement les choses, même s'ils comprennent bien le problème. Et donc voilà, il y a ces deux idées de maîtriser le contenu et de savoir évaluer les problèmes rencontrés par les tutorés. De ce fait, on peut penser que les enfants tuteurs vont avoir plus de difficultés, par exemple, que des étudiants qui sont, eux, adultes, à jouer ce rôle, quelque part, d'expert perspicace dans l'appréhension des difficultés rencontrées par un camarade. Et de même, il n'est pas identique de s'adresser à de bons étudiants pour les accompagner dans la réalisation d'une tâche
que de soutenir des étudiants qui ont un manque de connaissances, par exemple, ou des réelles difficultés scolaires, ou bien encore d'essayer d'accompagner des étudiants qui présentent un handicap. On a pu le voir récemment avec la conférence de Caroline Brassard, qui montrait bien à quel point il est important, dans le cadre des différents handicaps qui peuvent se présenter, d'adapter le soutien qui leur est apporté. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, pour favoriser la compréhension de ces difficultés, selon les cadres, on va avoir des différents types de tuteurs qui sont choisis. Ça peut être, par exemple, des tuteurs qui ont dépassé déjà ces difficultés, plutôt que des bons étudiants éventuellement. Après, reste à savoir donc pourquoi cette forme de soutien à l'apprentissage se développe tellement depuis les dernières années, puisqu'on la voit apparaître de plus en plus. Donc il y a différentes raisons qui sont avancées pour expliquer ce phénomène. Donc d'une part, on sait très bien que la massification et la diversification des publics qui fréquentent les établissements d'enseignement supérieur s'est accompagnée de forts taux d'abandon, voire d'échecs en première année. Alors ça a été dit encore récemment au journal télévisé, et j'ai moi-même eu l'occasion d'accompagner des étudiants en première année. Donc ça, c'était quand j'étais en doctorat. On m'avait confié un cours de méthodologie du travail universitaire, et il est vrai qu'ils avaient de grandes difficultés, ne serait-ce que pour prendre des notes. Il fallait vraiment leur expliquer comment faire des abréviations, des cartes conceptuelles, comment trier les idées principales. Tout cela n'allait pas de soi. Et donc, on comprend bien que s'ils n'ont pas à un moment donné la possibilité de comprendre comment fonctionne l'université, comment on prend des cours, comment on suit un planning qui n'est pas présenté par un enseignant, ils vont avoir plus de difficultés à s'accrocher et à tenir jusqu'à la fin de l'année. Donc le tutorat de pair est envisagé comme un moyen potentiel en fait de favoriser l'intégration des primo-entrants grâce au soutien apporté par des étudiants plus anciens, susceptibles donc de les aiguiller dans la complexité des services universitaires, l'appropriation également des méthodes de travail, éventuellement la compréhension des cours. Donc c'est une première explication. D'autre part, comme l'a dit Jacques, la rémunération d'étudiants tuteurs est moins coûteuse pour les établissements que celle des enseignants. Et enfin, l'essor de la formation à distance comme formation en ligne, on le sait très bien, qui intègre donc divers moyens de communication, a favorisé le déploiement du tutorat, et tout particulièrement donc sous sa forme première d'accompagnement d'un apprenant par un enseignant, mais aussi de façon prévue ou non, on va le voir tout à l'heure, comme tutorat de pair entre apprenants. De même, donc, en formation à distance, parmi les enjeux du tutorat figure donc cet endiguement des abandons dont on a parlé pour les premières années à l'université. On retrouve ce même phénomène en formation à distance, puisqu'on sait bien qu'il est plus difficile de s'accrocher lorsqu'on doit suivre le cursus dans les interstices de son emploi du temps à la maison ou au travail, et que du coup ce tutorat peut favoriser l'encouragement donc des étudiants à distance à persévérer et à mener à bien leur formation. L'expérience, on l'a un peu tous vu, a montré qu'il était difficile, voire impossible, de faire l'impasse donc sur le tutorat en formation à distance, puisque ce dernier voilà, joue un rôle absolument considérable dans le bon suivi de la formation et dans la qualité de celle-ci. Et on peut se dire que dans la mesure où tous les dispositifs de formation à distance, même les plus traditionnels comme les cours par correspondance, mettent à disposition des contenus, ce sont vraiment les services tutoraux qui vont faire la différence, qui vont être susceptibles de peser dans le choix de la formation à distance pour les apprenants qui, à la base, quand ils souscrivent à ce genre de dispositif, sont également des clients. Pour autant, alors que la formation à distance favorise l'individualisation, le tutorat de pair lui semble plus facile à mettre en œuvre en formation en présence, dans la mesure où tuteurs et tutorés vont pouvoir se rencontrer plus facilement. Et donc dès lors, on peut se demander quelles sont les similarités et les distinctions qu'on peut repérer donc, sur un tutorat de pair en présence à distance et à l'intérieur d'un même mode de formation. Est-ce que tous les tutorats de pair se ressemblent? Donc on propose d'avancer un petit peu dans ce questionnement qui vise donc davantage à ouvrir des pistes de réflexion qu'à proposer un diagnostic, en procédant donc un petit peu à une analyse
des chapitres 1 à 10 de l'ouvrage. Donc, au-delà de l'idée commune de tutorat ou d'encadrement par les pairs, les termes qui sont employés pour désigner les tuteurs dans ces différents chapitres, donc les tuteurs et les tutorés, sont assez variés. Il est question de pairs qui peuvent être étudiants de même niveau ou d'un niveau plus avancé, de pairs collègues, de pairs naturels, de pairs anciens ou nouveaux, de pairs moniteurs, agissant auprès d'un individu singulier ou bien d'un collectif dans des contextes assez variés. Donc en prenant un petit peu de distance par rapport à la présentation et l'analyse de ces différents dispositifs, il semble cependant possible de dégager deux principaux types de tutorat de pair. Donc on a d'une part le tutorat sous sa forme institutionnalisée, on pourrait, qui peut s'apparenter donc à un tutorat de transition ou d'intégration, en ce sens où il vise le passage réussi et pérenne d'un milieu à un autre. Donc, il se rencontre aussi bien en présence, notamment pour favoriser la remédiation des lacunes préexistantes et l'intégration des primo-entrants à l'université, qu'en formation à distance, où il vise à favoriser l'engagement des étudiants malgré l'absence physique. Alors on le retrouve ici donc dans les textes de Michael Devilliers et Marc Romaville, aussi bien que dans celui de Christine Berzin qui concerne le plan de réussite en licence par exemple, de même pour ceux de Marc Nagels pour l'école de hautes études en santé publique et de Claude Fins et Françoise Cros, donc des dispositifs en présence. Et à distance, on voit le même genre d'accompagnement dans les textes donc, de Martin Maltais, André-Jacques Deschênes et de Jacques Rodet. Donc, dans les différents dispositifs, il s'agit pour un étudiant ou un collègue, parce que si on parle des travaux là, de Marc Nagel, par exemple, il s'agit plutôt de collègues. Et donc, il s'agit pour un étudiant ou un collègue qui a suivi une formation ou réalisé un parcours d'aider le nouveau venu à parvenir à une telle réalisation. Et donc, les tuteurs, dans ce cadre-là, ils sont généralement volontaires et leur activité est inscrite dans un cadre institutionnel qui leur octroie un certain statut, ainsi qu'une forme de rémunération. Alors, rémunération qui peut être financière, mais qui peut aussi être sous forme de crédit d'enseignement. Donc, dans ce contexte, si le tutorat de pair est effectivement mis en place avec comme finalité de favoriser la persistance des pairs nouveaux devant surmonter les difficultés liées à l'inscription dans un dispositif de formation qu'ils ne connaissent pas encore, il a également comme seconde visée celle de formation des pairs anciens. Donc en effet, on voit bien apparaître dans ces différents dispositifs ce fameux effet tuteur, puisqu'en tutorant leur père, ils ont la possibilité de consolider leurs acquis en termes de connaissances disciplinaires et également en termes de compétences, de méthodologie. Ils développent également de nouvelles compétences concernant l'enseignement et l'accompagnement, auxquelles ils ne sont pas forcément habitués, et éventuellement développent des compétences qui leur servent eux-mêmes en tant qu'apprenants ou bien en tant que futurs enseignants, comme on peut le voir dans le texte donc, de Michael Devilliers et Marc Romaville. Donc, les effets escomptés du tutorat de pair sont systématiquement présentés comme positifs, aussi bien pour les tutorés que pour les tuteurs. D'autre part, il est possible de remarquer une seconde forme de tutorat que j'ai ici appelé tutorat de solidarité. Alors, quoi de solidarité? Eh bien, en fait, c'est dans la mesure où il s'agit d'une entraide qui se construit en fonction des difficultés qui sont énoncées par les autres et des souhaits et des possibilités qu'ont leurs camarades d'y répondre. Donc, dans ce cadre-là, le tutorat n'est pas organisé, ce n'est pas l'institution qui l'impose, mais il se développe progressivement en fonction des besoins et des compétences et aptitudes de chacun. Donc, il permet, dans une certaine mesure, de pallier à un manque de tutorat institutionnalisé, mais il reste limité en ce sens que les apprenants d'une même promotion ou d'un même groupe sont susceptibles de partager les mêmes difficultés et d'être du coup de plus ou moins bons conseils. On le voit notamment dans le travail
présenté par Thierry Gobert, où il montre que finalement, euh, certains étudiants vont essayer d'aider les autres, mais en leur transmettant également leurs erreurs. Donc, il y a ces limites, et on voit que s'il contribue au soutien moral favorable à la poursuite de la formation, il ne favorise pas forcément du coup un meilleur apprentissage. C'est ainsi donc que la solidarité peut conduire les étudiants qui se sentent abandonnés par l'institution à réclamer à cette dernière la mise en place d'un tutorat leur permettant d'être accompagnés par des experts et non plus seulement par des pairs, tout particulièrement en formation à distance. Cela apparaît très clairement donc, dans les textes de Valérie Caragel et de Mohamed Sidir, où on voit que petit à petit, les étudiants qui se sentent un peu abandonnés à leur triste sort réclament qu'il y ait des tuteurs qui soient là et que soit mis en place donc un réel système tutoral permettant de répondre à leurs questions, l'entraide ne suffisant pas forcément à leur permettre d'avancer. Donc ce tutorat-là naît spontanément. Il n'a initialement pas d'autre objectif que l'entraide et il peut donc donner naissance à la mise en place d'un tutorat officiel. Il peut également permettre la valorisation des plus compétents, notamment lorsque l'enseignant officialise ses démarches dans son cours. Thierry Gobert, par exemple, nous présente un dispositif où ceux qui sont repérés comme tuteurs, il appelle ça tuteur naturel, vont éventuellement être invités à partager comment dire, des responsabilités, à faire une partie du cours ou bien être chargé de petites parties de l'enseignement. Et donc, ça valorise leurs compétences. Donc on voit dans ce cadre de tutorat spontané donc, que les effets tutorés et tuteurs sont moindres. Pour autant, ils ne sont pas inexistants et la solidarité qui se met en place semble jouer un rôle assez important quand même dans le suivi de la formation, tout particulièrement à distance, comme on le voit avec l'ensemble des travaux qui existent sur les communautés de pratique ou sur les communautés d'apprentissage. Enfin, ce qu'on peut voir au milieu, là, ce que j'ai appelé tutorat monitoral, c'est que dans certains dispositifs, il y a une conjugaison en fait d'une forme institutionnalisée et d'une forme plus spontanée de tutorat de pair, avec des pairs officiels qui vont encourager par exemple l'entraide entre apprenants ou bien des tuteurs pairs officiels qui sont invités à s'entraider entre eux dans leur activité de tutorat. Alors ça, c'est notamment le cadre du dispositif que je coordonne pour la préparation du C2I à l'Université de Picardie-Jules Verne, qui est un dispositif hybride où il y a d'abord deux TD en salle informatique, puis la réalisation des activités permettant la validation des compétences pratiques à distance. Dans ce cadre-là, comme nous avons à former 3 à 4 000 étudiants par an, j'embauche en fait des étudiants de master qui ont eux-mêmes obtenu le C2I, que je forme à minima et qui ont eux-mêmes après à encadrer des groupes d'étudiants, principalement en première année de licence, puisque le C2I est inscrit comme unité d'enseignement dans leur première année de licence, et qui vont donc eux-mêmes former ces étudiants. Donc on a un système de pairs anciens à nouveau, qui est à la fois un système a priori monitoral, si on se place dans le cadre des TD, où on les voit quelque part enseigner comment pratiquer le C2I, etc. Mais également un réel système de tutorat à distance, puisqu'après, tout au long des activités, ils doivent accompagner les différents étudiants, répondre à leurs questions, essayer de les faire avancer, de les faire également travailler en groupe. Par ailleurs, il y a, couplé à ce système, le fait que les tuteurs soient encouragés à s'entraider eux-mêmes en tant que tuteurs. Donc, il y a un forum pour les tuteurs où ils peuvent s'échanger leurs bonnes pratiques, leurs conseils, leurs astuces, poser leurs questions. Et ils sont eux-mêmes encadrés également par moi, évidemment, qui leur propose de temps en temps des rencontres, des espèces de réunions pédagogiques qui sont le moment de faire ressurgir les difficultés, voir ce qu'on peut faire, améliorer les pratiques, etc. Donc voilà un petit peu pour ce tutorat que j'ai appelé monitoral, puisque c'est un peu une forme hybride. Donc, tandis que le tutorat de pair est ancien, on
aussi notamment dans l'enseignement en classe. Tel n'est pas forcément le cas dans la formation à distance, où le tutorat est principalement encore un tutorat d'experts et où le tutorat de pair, s'il existe, est davantage spontané, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ce tutorat spontané, dans le cadre de la formation à distance, peut très bien échapper au dispositif, puisque les moyens de communication qui vont être choisis par les apprenants sont susceptibles de sortir du cadre de ceux intégrés par les plateformes de formation. On sait très bien que la plupart des étudiants, s'ils veulent communiquer, vont échanger leurs adresses email personnelles, leurs adresses MSN, Skype, que sais-je. Et donc, ça échappe et les risques sont forts. D'une part, que le tutorat spontané se limite à une réactivité aux problèmes rencontrés, et d'autre part, qu'en fonction des affinités qui se développent, certains apprenants s'inscrivent davantage dans un réseau d'entraide que d'autres qui se sentiront plus abandonnés, sans parler à nouveau donc, du fait que les pairs ne sont pas forcément toujours les plus aptes à conseiller et qu'il n'y a du coup pas de possibilité de regard et de correction par d'autres tuteurs plus officiels. D'où l'intérêt de plus en plus grand qui est porté pour une organisation officielle du tutorat de pair dans la formation à distance, où il participe participe à un système tutoral. Donc ça, Jacques Rodet pourra nous en parler tout à l'heure. Et en tant que tel, en tant que participant au système tutoral, ce tutorat de pair participe donc au développement de réelles pratiques tutorales qui viennent compléter celles des experts. Donc cette institutionnalisation du tutorat de pair semble pouvoir du coup compenser certaines des critiques dont est fréquemment l'objet la formation à distance, telle que le délai d'une réponse à une question. On se dit que si les pairs sont là pour encadrer, il y aura plus rapidement des réponses. De même pour ce qui est de l'absence périodique d'un tuteur ou bien la difficulté d'énoncer certains problèmes qui se fera peut-être plus facilement à un pair qu'à un tuteur enseignant, par exemple. Dans la plupart, dans une bonne partie des textes, on voit que le support à l'apprentissage est le modèle théorique qui est adopté. Et il est possible, dans ce cadre-là, de constater que les points forts du tutorat de pair institutionnalisé se situent au niveau socio-affectif et au niveau motivationnel. L'aspect cognitif est présent, mais ce n'est pas forcément celui qui prime, excepté dans la forme monitorale de tutorat de pair, puisque dans ce cadre-là, ils ont réellement un enseignement à dispenser concernant le C2I, mais autrement, l'aspect cognitif n'est pas forcément celui qui prime. Donc on voit que le tutorat de pair semble permettre une meilleure adaptation à la diversité des étudiants, qu'il semble constituer un rempart contre l'isolement, puisqu'il est plus aisé de faire part de ses craintes ou de ses difficultés à un pair qu'à un enseignant, qu'il est également susceptible de favoriser le développement de la coopération ou de la collaboration nécessaire à certains apprentissages, ainsi que l'émergence d'un sentiment d'appartenance entre apprenants. Par ailleurs, si les soutiens cognitifs et métacognitifs ne sont pas prédominants pour les tutorés, ils peuvent être importants chez les tuteurs puisqu'ils sont amenés en tutorant à approfondir ou à développer leurs connaissances, leurs compétences et à avoir un propre recul donc, sur leurs pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Mais on peut se demander du coup si ces apports potentiels du tutorat sont effectifs, quels que soient les pairs tuteurs. Donc, à défaut en fait de pouvoir mesurer les résultats du tutorat de pair, puisqu'on peut difficilement quantifier, on n'a pas forcément de résultats tangibles en termes de plus grande réussite suite à un tutorat, etc. Mais à défaut de pouvoir avoir des mesures chiffrées, pourrait-on dire, on voit quand même que les différentes analyses qui sont menées dans les différents chapitres donc de l'ouvrage mettent en relief des aspects positifs du tutorat, aussi bien pour les tuteurs que pour les tutorés, et que cela encourage évidemment à l'institutionnalisation de ces pratiques. C'est alors qu'une tension semble se faire jour entre l'inscription institutionnelle des tuteurs pairs dans les dispositifs de formation
et le fait que le tutorat de pair soit censé être un tutorat non professionnel, comme on l'a vu dès le départ dans la définition. Sa particularité semble résider dans la proximité sociale, dans la proximité culturelle, voire de parcours avec le tutoré, mais pas dans l'expertise. Donc on a cette première tension euh, qui va aussi avec celle de des exemples du tutorat spontané, où on voit qu'une proximité peut se faire, mais avec finalement des lacunes et des rapprochements en termes de défaillance. Donc, ce n'est pas forcément souhaité, puisqu'on souhaite que le tuteur aide le tutoré et non pas qu'il lui partage des mauvaises façons de faire. D'autre part, on voit également dans le cas du tutorat spontané que seulement certains membres d'un groupe en viennent à jouer ce rôle. Donc on peut se dire que tout le monde n'est pas potentiellement tuteur, que certains ont davantage de propension à l'être que d'autres. D'où un certain nombre de questions, et notamment une question qui a déjà été posée, mais qu'on se pose encore sur la pertinence en fait de former ou non les pères tuteurs. Alors les auteurs de l'ouvrage présentent des dispositifs où dans la majorité des cas, une brève formation est dispensée aux tuteurs. L'idée étant de les aiguiller sur les principes de base, sur ce qu'ils doivent grosso modo faire ou pas faire dans le cadre de leur activité tutorale, mais sans pour autant prescrire réellement cette dernière, sans prescrire des pratiques afin que leur façon d'interagir reste dans le cadre des relations ordinaires. Donc, au-delà de généralement de quelques heures, c'est généralement assez court dans les textes proposés, c'est donc leur propre accompagnement par un référent qui va éventuellement leur permettre d'ajuster et de répondre à leurs questions de tuteur pour savoir un petit peu comment adapter leurs pratiques. Et puis après, c'est au quotidien, dans leur façon de faire, qu'ils vont développer une pratique originale en s'adaptant aux besoins des tutorés et en cherchant à favoriser le développement des compétences souhaitées. Toutefois, les pratiques de tutorat spontané montrent donc qu'indépendamment de toute formation, les aptitudes au tutorat semblent l'apanage de quelques individus. Donc la limite de l'institutionnalisation qui passe par l'octroi d'une rémunération semble assez claire, puisque finalement, quand on les rémunère, est-ce qu'on n'encourage pas des personnes qui n'auraient pas été naturellement tutrices à le devenir et est-ce qu'elles vont être adaptées à ce type de pratique ou pas? En fait, on peut se demander si après, certains ne vont pas être plus attirés par la rémunération possible que par l'idée réellement d'accompagner, de permettre aux tutorés en ayant besoin de progresser. Donc, permettre l'identification des bons tuteurs pairs ou le développement des compétences prérequises pour tutorer que ne possèdent peut-être pas certains impliquerait donc de pousser davantage les recherches dans ce domaine, puisqu'il faudrait réussir à identifier ces compétences selon les contextes et éventuellement d'adapter les formations à l'émergence des qualités jugées nécessaires. Alors ça, pour l'instant, on voit que c'est fait dans le cadre de formations de tuteurs experts, comme a pu le montrer Brigitte Denis lors de sa conférence mardi. Pour l'instant, dans le cadre du tutorat de pair, on n'a pas encore de telles formations. Chacun fait un petit peu comme il le pense. Et on est toujours dans cette tension entre se dire il serait bon de les former puisque tous ne sont pas naturellement aptes à ça. Et même ceux qui le sont n'ont pas forcément les pratiques les plus adéquates. Et cette idée de se dire oui, mais au contraire, on veut profiter de leur proximité avec les étudiants, de leur adaptabilité. Et donc, il faut le moins possible figer des pratiques. Donc, toujours un petit peu dans ce questionnement. Et enfin, donc, alors que le tutorat de pair favorise la communication et donc le soutien au niveau relationnel, social, voire affectif, qui encourage donc l'engagement dans le dispositif, on reste malgré tout souvent éloigné donc, des idées socio-constructivistes de construction des connaissances par l'échange. Et dès lors, on peut aussi se demander s'il conviendrait d'élargir une formation des pairs tuteurs à la collaboration ou bien s'il est préférable
de séparer les rôles entre, d'une part, le soutien socio-affectif, qui peut être réservé au tutorat de pair puisqu'ils le font généralement très bien, et les activités cognitives qu'on pourrait dédier uniquement donc à l'enseignant ou au tuteur en formation à distance. Alors se poser ce type de questions amène à celle de la différenciation entre les différents tuteurs, puisque certains dispositifs en formation à distance, on le sait, font appel à d'anciens apprenants pour tutorer en tant qu'expert, en tant qu'enseignant, et non en tant que père. Dès lors, comment choisir les différents types de tuteurs et l'articulation de leur activité afin d'offrir un système tutoral de qualité. Voici la question sur laquelle je vous propose que nous échangions, sachant que, vu la liste des présents, il y a sans doute beaucoup de personnes qui ont des témoignages intéressants à nous offrir. Merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup pour cette conférence. Alors effectivement, tu as abordé et tu nous as montré comment le tutorat de pair pouvait se révéler, avoir des formes extrêmement variées. À cet égard, ton document ici, non pas celui-là, mais celui-là était très très éloquent. Alors moi la question qui me brûlait les lèvres justement, mais c'est un peu celle que tu nous as proposée finalement, c'est face à cette variété, comment un concepteur de dispositifs de formation à distance va-t-il choisir qu'est-ce qu'il va privilégier? Est-ce que ça va être justement un tutorat de pair institutionnalisé? Ou au contraire, est-ce que ça va être un tutorat monitoral comme tu as pu nous en parler, ou un tutorat de solidarité? Est-ce que finalement le concepteur peut s'appuyer là sur des données ou des résultats existants et qui permettraient de faciliter son choix? Alors bon, je sais bien que tu nous posais la question à nous tous, mais en quelque sorte, je te la renvoie. Et moi, j'aimerais juste te la renvoyer parce que j'ai eu le plaisir forcément de lire à plusieurs reprises ton chapitre lors de l'ouvrage et tu as une très bonne expérience en ce domaine dans le cadre du master sur les métiers de la formation. Donc, est-ce que tu pourrais la faire partager à tout le monde? Oui, bon, je vais dire 2-3 mots sur cette expérience. Il s'agit d'un master dispensé par l'université de Rennes 1 qui forme des chefs de projet e-learning. Et au début, au lancement de ce master, on parlait de tutorat, mais finalement, il y avait assez peu de choses qui étaient mises en place, à part peut-être le tutorat court, c'est-à-dire que l'enseignant qui avait conçu son cours, était aussi en interaction avec les apprenants à distance, à travers des classes virtuelles et puis des échanges sur forum ou par mail. Mais finalement, on s'était quand même assez peu interrogé sur ce qu'étaient les besoins de support à l'apprentissage de nos étudiants. Et comme dans ce master, je donne un cours d'ingénierie tutorale, c'est-à-dire justement de conception des services tutoraux, il m'a semblé très utile et très important de solliciter l'avis des étudiants eux-mêmes sur les services tutoraux dont ils bénéficiaient, de pouvoir porter donc un regard critique dessus, en quelque sorte d'ouvrir un peu le bureau des pleurs, surtout au début. Et puis, comme ils étaient effectivement là dans une UE où ils devaient apprendre à concevoir des services tutoraux, je leur ai demandé aussi de faire un certain nombre de propositions, pas d'en rester au bureau des pleurs, mais bien sûr de dépasser cela. Et donc, de promotion en promotion, ce qui s'est passé, c'est que finalement, les étudiants ont pleinement participé à l'organisation de l'ensemble des services d'encadrement, des services tutoraux, qui sont aujourd'hui en cours dans ce master. Alors,
Il s'agissait, entre autres, bien sûr, on a 6 profils de tuteurs différents, mais il y a bien sûr le tutorat de pair. Et euh, au début, ça a été assez simple parce que on a eu des anciens étudiants qui, une fois diplômés, se sont dit bah ouais, moi ça m'intéresse d'apporter du soutien, donc aussi bien de faire du tutorat d'accueil comme tu en parlais tout à l'heure, et qui est très important hein, au début d'une formation, mais aussi pour répondre à un certain nombre de besoins, qu'ils soient techniques, socio-affectifs, motivationnels, et même parfois sur le contenu aussi. Voilà. Alors, ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que ces tuteurs pairs se sont professionnalisés. Et en quelque sorte, ils se sont institutionnalisés. Et aujourd'hui, ils sont toujours en activité, hein, mais certains en sont même devenus à assurer des cours dans ce master. Et donc, on peut dire qu'ils ont perdu justement la proximité sociale, la congruence cognitive dont tu as parlé, hein, dont Alain Baudry, professeur à Bordeaux, a abondamment étudié. Et finalement, il y a une autre forme de tutorat de pair qui a émergé, là de manière spontanée, c'est ce que tu as appelé le tutorat de solidarité. Donc je crois que cette distinction hein, que tu faisais tout à l'heure me semble tout à fait pertinente. Alors, pour finir hein, sur cet exemple, hein, ce qui m'a semblé le plus intéressant, c'est vraiment d'associer les apprenants à la détermination des services d'accompagnement dont ils avaient besoin. Donc on était là proche d'une démarche dispositive telle que Geneviève Jacquinot a pu nous en parler dans la conférence d'introduction des 10 ans de TAD. Alors, il y a d'autres questions, hein, je vais te les poser, Katia. Tout d'abord, des questions qui nous viennent de Constantine, en Algérie. Alors, première question, c'est comment peut-on vérifier qu'il existe un tutorat de solidarité dans un dispositif? Comme tu l'as souligné tout à l'heure, la plupart du temps, les formes tutorales, les formes communicationnelles de ce tutorat de pair de solidarité vont échapper en quelque sorte à l'institution puisqu'ils ne vont pas utiliser les outils de l'institution. On va créer un groupe sur Facebook, on va faire un certain nombre de choses, mais qui ne seront pas dans les outils, dans l'espace institutionnel. Dès lors, l'institution, elle peut pas passer son temps non plus à regarder ce qui se fait en dehors de ces espaces. Comment, finalement, elle peut se rendre compte qu'il existe un tutorat de solidarité ou qu'il n'existe pas. Est-ce que finalement ce spontanéisme, hein, on pourrait même faire le parallèle avec les MOOC, hein, aujourd'hui dans les MOOC il y a très peu de tutorat institutionnel, on fait essentiellement le pari du tutorat de solidarité, et on s'aperçoit que ça peut bien marcher dans certains cas, pour un certain nombre de personnes, et puis pour d'autres, et souvent le plus grand nombre, que les résultats sont plus interrogeables quant à leur qualité. Alors, comment vérifier qu'il y a tutorat de solidarité en quelque sorte, Katia? Il est vrai que ça peut échapper complètement, mais il est aussi possible éventuellement de s'en apercevoir, puisque dans la mesure où ils sont par exemple sur un dispositif de formation à distance commun, initialement ils ne se connaissent pas et donc on va souvent retrouver dans le forum éventuellement un premier message où ils s'échangent leurs adresses e-mail ou leurs adresses MSN, etc. Alors ça ne veut pas dire que forcément après il y aura cette forme de tutorat qui se met en place, mais on peut se dire qu'il y a quand même une certaine forme d'échange qui va peut-être avoir lieu. Moi, je me rappelle que quand j'avais étudié un petit peu le forum de Pegasus qui permet la préparation du DAE à distance, j'avais vu qu'il y avait finalement un doublon où ceux qui échangeaient à la fois sur le forum de Pegasus pour certaines choses et puis par ailleurs se renvoyaient sur là maintenant on va continuer la discussion sur MSN
Et quelque part, c'est quand ça concernait encore à peu près les études, même si c'était un peu à la rigolade, on restait sur le forum. Et puis dès qu'on voulait aller sur des conversations plutôt à deux ou des choses plus personnelles, pof, on passait sur MSN, sur le téléphone. Donc on peut éventuellement le voir comme ça, comme finalement en présence, on ne va pas forcément savoir quels étudiants travaillent ensemble en dehors des cours, mais éventuellement en passant devant la machine à café, on voit qu'il y a des échanges entre tel et tel, et que ce sont un peu toujours les mêmes. Donc voilà, on peut complètement passer à côté ou avoir des indices qui nous montrent qu'il y a certaines formes d'échange, certaines formes de solidarité. Également, par la suite, si on a des travaux à lire, etc., on peut très bien voir que certaines personnes ont dû travailler ensemble, qu'il y a des lectures qui reviennent, des réflexions qui reviennent. Oui, et puis alors au-delà des indices, moi je crois qu'il peut y avoir aussi tout simplement le témoignage des apprenants eux-mêmes qui vont en parler à un moment ou à un autre, en disant ben tiens il y a machin qui m'a bien aidé là parce que j'avais pas bien compris ou ce genre de choses. Alors finalement ça amène à la deuxième question de Badrodine qui est est-ce que finalement ce tutorat de pair il faut le contrôler? Et est-ce que l'institution, elle a à mettre en œuvre un certain nombre d'évaluations, je dirais, des interactions qui peuvent exister entre les différents apprenants, ou est-ce qu'au contraire, il faut surtout pas qu'elle s'en occupe? C'est une très bonne question. On peut, on peut penser qu'il faut des deux. Il faut laisser la place au tutorat qui va se faire de façon spontanée, qui permet aux étudiants qui souhaitent échanger entre eux de le faire, mais qu'il faut qu'il y ait une part contrôlée, donc soit une part de tutorat de pair institutionnalisé ou au moins une part de tutorat institutionnel qui ne soit pas forcément du tutorat de pair pour permettre d'avoir une référence et pour permettre à ceux qui ne se sentiront pas faire partie de ce noyau dur qu'on voit toujours apparaître dans les études de communauté, d'avoir quand même un référent, d'avoir quand même quelqu'un avec qui échanger. L'idée de laisser les apprenants en se disant de toute façon, ils vont se tutorer entre eux et ça fonctionnera très bien ainsi, on va faire des économies de tuteurs, ne fonctionne pas bien et on le voit très bien dans les textes de Valérie Caragal et Mohamed Sibir. Ils finissent effectivement par être solidaires, mais par être solidaires pour réclamer qu'il y ait un tutorat institutionnel. Mhm. Bien, alors Jean-Paul, je crois que tu avais une question aussi, donc je te la laisse poser. Et puis Jean-François, tu nous alertes. Moi, j'ai pas regardé le fil Twitter, etc. S'il y a s'il y a d'autres questions, n'hésite pas à les relayer, Jean-François. Ensuite, alors Jean-Paul, à toi la parole. Oui, bonsoir Katia. Oui, je posais la question, est-ce que le développement des outils du Web 2 favorise le tutorat par les pairs? Alors, je pose une question qui en est moyennement une, puisqu'il se trouve que dans mon travail, je suis enseignant référent à l'université Jean Moulin Lyon 3. Je tiens une permanence toutes les semaines et je me suis aperçu, probablement parce que je suis sensibilisé à cette question, que sur Facebook, sur plein de réseaux sociaux, il y avait des systèmes d'échange, de tutorat. Et du coup, connaissant la réponse, je pose la question aux étudiants, mais est-ce que vous avez été voir les réponses des étudiants? Ce qui n'est pas une façon de botter en touche, parce que je donne ma réponse, qui elle est institutionnelle, mais enfin qu'elle puisse comparer, notamment sur des questions de méthode, et je m'aperçois que c'est très très usité. Alors, est-ce que dans vos recherches, vous avez isolé ce type de comportement, de groupe informel qui instaure du tutorat par les pairs? Oui, enfin par exemple, je l'avais vu apparaître en dehors de tout cadre institutionnel, c'est-à-dire pas dans un dispositif de formation, mais je m'étais amusée à un moment donné à étudier un forum franco-turc. C'était en fait à l'initiative d'un Français qui voulait apprendre le turc. Et puis en France, comme on n'a pas beaucoup de moyens dans ce domaine en dehors de Paris ou éventuellement Strasbourg, il avait créé son site web avec d'abord des petits dossiers sur des cours, etc. Et puis chercher à mettre en place des dispositifs de communication avec des Français souhaitant apprendre le turc et des Turcs souhaitant apprendre le français.
Et finalement, des personnes se sont mises vraiment à se former et à interagir en constituant petit à petit le dispositif, en échangeant des ressources, en plaçant un texte, en disant bon, ben, on va le traduire. Un premier commence à traduire, un deuxième continue, un troisième continue, celui qui parle l'autre langue de façon maternelle le corrige, etc. Et à réellement s'entraider, à réellement apprendre par finalement un tutorat de pair. Il m'avait semblé assez intéressant dans la mesure où on était en dehors de tout dispositif d'éducation, on n'était pas dans quelque chose d'évalué ou de noté, et pourtant certaines personnes vraiment tenaient le coup assez longtemps et réellement avançaient dans leurs apprentissages dans la langue souhaitée, avec modérateur, etc. Merci Katia. Jean-François, tu as une question ou tu en as relevé sur le chat ou le fil Twitter? Non, il n'y a rien de particulier sur Twitter ce soir à relayer. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées par le public. Bon, peut-être que je peux rebondir sur vos propos à partir d'une expérience personnelle sur une formation qui s'appelle le DU Technique Multimédia. Bon, comme c'est une formation, on va dire, qui regroupe des gens qui sont à l'aise avec les technologies, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire grand-chose et je constate, enfin je mets des mots à partir de l'intervention de Katia ce soir sur des choses que j'avais pas forcément verbalisées jusqu'à présent, mais c'est vrai que je me rends compte qu'ils créent des communautés. Alors, l'année dernière, ils étaient bien sur Facebook, ils avaient monté une page Facebook privée, je l'ai su qu'à la fin de l'année, mais bon, c'était pas grave. Et donc, j'ai appris après, puisqu'on traditionnellement, comme c'est les adultes, on fait une petite fête à la fin, on partage le pot de l'amitié. Et on se rend compte que là, ils nous disent qu'ils ont énormément de communiqués, que toutes les infos passaient par là, etc. Alors qu'on met des systèmes en place pour qu'ils dialoguent, des forums, et puis au final, ils ne les utilisent jamais. Et puis ils font tout sur Facebook, et donc ils ont leur page Facebook qui est très riche, sur lesquelles il se passe toutes les solutions, tous les problèmes, bien sûr les dates, c'est-à-dire que c'est pas la peine forcément d'envoyer des mails à tout le monde, il suffit d'en envoyer à un, et ils s'envoient les dates des modifications de cours, etc. Donc ils ont fait des systèmes parallèles très efficaces pour s'entraider, pour s'assister. Ce qu'ils disaient aussi, c'est qu'ils n'hésitaient pas à se réunir pour travailler ensemble. Donc en présentiel cette fois-ci, donc c'est un tutorat mais physique qui était très présent. Mais on cultive aussi quelque part une ambiance de solidarité dans cette promo. Dès le recrutement, déjà en essayant d'avoir des profils très complémentaires, et donc fatalement à un moment donné ils vont se compléter, ils vont s'enrichir les uns les autres, et dès le début on insiste sur le fait que il y aura de la formation par l'enseignant vers les étudiants, mais une formation aussi transversale, c'est-à-dire par les pairs. Bon, on l'appelle pas comme ça, mais en tout cas, ils en ont conscience et ils travaillent énormément par ce biais et ils développent leurs propres outils. Donc voilà, c'était la petite expérience que je tenais à partager avec vous ce soir. Merci Jean-François. Alors Katia, tout à l'heure, tu nous as dit que on pouvait peut-être réserver au tutorat de pair, enfin ou positionner le tutorat de pair sur certains plans de support à l'apprentissage. Tu as cité notamment le plan socio-affectif, le plan motivationnel. Et je voulais savoir si, à ton avis, il fallait procéder de cette sorte-là. Et je connais des dispositifs, par exemple, où on ne souhaite pas que les tuteurs pairs puissent intervenir sur le plan cognitif, c'est-à-dire puissent apporter des réponses à des questions que se posent les apprenants. A contrario, moi j'ai participé à la mise en place du tutorat de pair alors que j'étais étudiant à la Téléuniversité du Québec et dans le programme formation à distance. Et dans ce dispositif, ça ne gênait absolument pas l'institution qu'il puisse y avoir un certain tuilage entre les périmètres d'intervention des tuteurs courts classiques et des tuteurs pairs. Alors, à l'issue de cette expérience, je m'étais quand même posé un certain nombre de questions et je me dis, mais comment les tuteurs ressentent cette situation ? Donc j'avais procédé à une petite enquête sur les représentations que les différents acteurs, les pairs nouveaux, les pairs anciens, mais aussi les tuteurs courts, avaient de la fonction du pair ancien. Et alors ce qu'il y avait de très marqué,
c'est que si les pairs nouveaux et les pairs anciens disaient pouvoir, enfin que le tuteur pair devait pouvoir intervenir, y compris sur le plan cognitif, moi je me rappelle quand même avoir reçu des travaux de pairs nouveaux, où le père me demandait à moi, père ancien, ce que j'en pensais avant qu'il le soumette à évaluation du tuteur court. Et moi, ça me posait un certain nombre de problèmes déontologiques. Et la réponse à la Télux avait été dit, bah, écoute, si toi, tu as envie de donner ton avis sur ces travaux, tu peux le faire, c'est pas un souci. Donc, une très grande liberté. Mais lorsque j'avais interrogé les tuteurs courts, j'avais bien noté qu'il y avait une certaine il ne formulait pas comme ça, hein. Il parlait pas de peur ou d'appréhension, ou peur de la concurrence, je dirais. Mais néanmoins, ils étaient beaucoup plus enclins à limiter les interventions des pères anciens sur les plans socio-affectifs et motivationnels, voire éventuellement méthodaux, mais surtout pas sur des questions de contenu de cours. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que finalement il faut laisser une grande liberté à ces tuteurs pairs pour pouvoir intervenir, y compris sur le plan cognitif, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait leur dresser un cadre d'intervention, peut-être dans une charte tutorale, qui restreindrait en quelque sorte leur activité à certaines interventions et pas à d'autres? Ça dépend effectivement du coup du cadre. Si on est dans un tutorat de remédiation, forcément, on va devoir laisser au tuteur pair être également dans le domaine cognitif pour aider à rattraper, je ne sais pas moi, un niveau en français, en maths, etc. Après, quand on est dans un système de double tutorat comme ce que tu as pu avoir, je pense qu'effectivement, il devait être très délicat pour toi de donner ton avis sur le devoir en question et quelque peu risqué puisque finalement, que ce soit un devoir de philosophie qui te semble très bien composé et pas au professeur. Après, il y a une tension du coup entre les deux avis avec un apprenant qui va dire mais je ne comprends pas. Le tuteur père m'avait dit que c'était très bien, pourquoi je me retrouve avec 5 sur 20. Donc ça peut poser effectivement des conflits et des tensions au sein du dispositif. Du coup, je pense qu'il faut vraiment réguler ça comme en termes de système tutoral, voir qui fait quoi, dans quelle mesure. Et il me semble évident qu'un tuteur pair, par exemple, qui va expliquer une formule de mathématiques ou reprendre sur un point de grammaire, il n'y a pas beaucoup d'enjeux et donc il peut très bien être dans son rôle. Il peut difficilement l'être plus quand il s'agit d'évaluer, je suppose. Donc voilà, et puis aussi admettre que finalement les tuteurs pairs vont avoir des compétences et des connaissances quelque peu différentes, et puis leur dire tant que vous restez dans des choses où vous êtes sûr de vous, pourquoi pas, dès lors que vous n'êtes pas sûr, ne commencez pas à faire comme si vous saviez et n'ayez pas vos étudiants sur une mauvaise piste. Oui, alors là, c'est peut-être plus des questions de précaution et de forme, en fait, hein, sur le retour que le père ancien peut faire au père nouveau. Euh, j'ai le souvenir que, justement parce que je ne voulais pas dire de bêtises à mes pères nouveaux, que j'ai pas mal repotassé, moi, les cours que j'avais déjà complétés, hein, que j'avais déjà validés, etc., mais pour apporter ce soutien au père nouveau. Et donc là, c'est ce que tu as évoqué un petit peu, hein, c'est l'effet tuteur, hein, qui est bien connu. Et je dois dire que si il me semble peut-être plus évident dans le cadre d'un tutorat de pair institutionnalisé que dans un tutorat de solidarité. Dans la mesure où dans le tutorat de solidarité, on est plutôt dans le dépannage, dans le coup de main, etc. Alors que à partir du moment où le tutorat de pair est institutionnalisé et où le tuteur pair a des comptes aussi à rendre à l'institution, eh bien, il va certainement prendre en main sa tâche avec peut-être un peu plus d'application. Et cela indépendamment du fait qu'il obtienne une rémunération ou pas, je crois, de la part de l'institution. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, si, et puis dans la mesure où c'est institutionnalisé, il y a aussi forcément un feedback, que ce soit de la part des tutorés, que ce soit parce qu'on leur demande à la fin de faire un bilan d'activité ou parce Voilà. qu'on voit ce qu'ils écrivent sur le forum ou sur les chats, etc. Il y a une certaine forme
de contrôle, voilà, qu'ils soient effectivement rémunérés ou pas, on a une vision sur leur activité ou un retour sur celle-ci qui fait qu'effectivement, ils ont une certaine forme de, pas de pression, mais voilà, ils savent qu'ils ne sont pas complètement libres non plus de faire n'importe quoi. Très bien, ben, merci beaucoup Katia pour cette conférence. On va l'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous avons 2 nouvelles conférences. La conférence de mardi sera réalisée par Corinne Alavoine-Morin, qui est membre de TAD, qui fait partie du comité d'organisation et qui a fait aussi partie du groupe qui, il y a 2 ans, a réalisé une enquête, donc c'était un groupe de TAD, qui a réalisé une enquête sur la comptabilisation du temps de travail des tuteurs à distance. Et cela dans des contextes extrêmement variés. Alors, lors de cette conférence, eh bien, elle présentera les résultats de ce travail de recherche. Et puis, jeudi prochain, c'est Jean-Paul Moirot, que vous voyez ici, qui nous donnera une conférence qui se déroulera dans Second Life. Nous retournons dans les mondes virtuels et qui va parler justement des espaces du tutorat à distance. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines maintenant, Margarida Romero, enfin quelques jours plutôt que quelques semaines, Margarida Romero nous avait fait une conférence sur les temps du tutorat à distance. Et finalement, on en était arrivé à la conclusion qu'il était un peu difficile de parler des temps, enfin on en a parlé bien sûr, mais que de parler des temps sans parler des espaces. Alors Jean-Paul nous parlera des espaces qui peuvent être investis par les tuteurs à distance dans le cadre de leur activité. Je vous remercie encore pour votre participation, pour votre présence, et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. À bientôt.